vais vous présenter aujourd'hui une expérience qui consiste à réaliser et à utiliser une chambre à brouillard artisanale, un dispositif qui va nous permettre de mettre en évidence la présence de radioactivité naturelle et de rayons cosmiques dans l'atmosphère, les rayons cosmiques étant des particules énergétiques qui nous traversent en permanence et qui trouvent leur origine dans l'univers. Pour bien comprendre l'intérêt de ce dispositif et son importance, je vous propose de commencer par vous donner un peu de contexte, d'abord en vous rappelant les dates essentielles de l'histoire de l'électricité. Je vous donnerai ensuite quelques éléments sur la découverte de la radioactivité ainsi que sur celle des rayons cosmiques. Celle-ci a révolutionné notre compréhension de la physique des particules au cours du XXe siècle. Je terminerai cette présentation par une description de l'expérience qui nous occupe aujourd'hui. L'histoire connue de l'électricité commence environ 6 siècles avant Jésus-Christ, quand Thalès de Milet découvre que l'ambre, en grec électron, frotté avec une fourrure, attire les corps légers. Bien des siècles plus tard, dans le courant du XVIe siècle, William Gilbert donne le nom d'électricité au fluide qui attire les corps légers. Puis, en 1733, Charles-François de Cisternay-du-Fay met en évidence l'existence de deux types d'électricité, résineuse et vitreuse, qui s'attirent l'une l'autre et se repoussent entre elles. Enfin, en 1750, Benjamin Franklin donne par convention le signe moins à l'électricité résineuse et le signe plus à l'électricité vitreuse. À la même époque, Jean-Antoine Nollet invente l'électroscope à feuille d'or, un dispositif qui jouera un rôle important dans la mise en évidence des phénomènes dont je veux vous parler aujourd'hui. En voici un modèle, et voici comment il fonctionne. Après avoir vigoureusement frotté un bâton en verre avec une fourrure de chat, ou en l'occurrence un gant de crin, je l'approche du disque métallique situé sur le dessus de l'électroscope. En frottant le bâton de verre, je lui ai arraché des électrons, créant un excès de charge positive. Lorsque je l'approche du disque métallique, les électrons périphériques de celui-ci vont se transférer vers le bâton de verre, conférant à l'électroscope un excès de charge positive qui se propage de proche en proche vers les lames de l'électroscope. Sous l'effet de cette électrisation et de l'interaction électromagnétique qui en résulte, les lames se repoussent. C'est avec ce genre d'instrument que Charles-Augustin Coulomb caractérise l'interaction électromagnétique entre deux charges électriques en 1785. Près d'un siècle plus tard, en 1864, James Clerk Maxwell construit un modèle unifié et simple de l'électromagnétisme, lui permettant de décrire la lumière comme une onde électromagnétique. Enfin, en 1888, Heinrich Hertz valide expérimentalement cette description en faisant passer de l'énergie entre deux circuits électriques sans utiliser de fil conducteur. Quelques années après, en 1895, Wilhelm Röntgen étudie les phénomènes de fluorescence. Il découvre que les rayons qu'il étudie peuvent traverser le carton noir dont il entoure ses tubes expérimentaux et sont capables d'exciter la fluorescence du baryum à distance, mais sont arrêtés par des corps suffisamment denses. Il vient de découvrir, par hasard, les rayons X. C'est aussi au hasard qu'on doit la découverte de la radioactivité par Henri Becquerel en 1896. Becquerel a appris la découverte des rayons X. Sur une idée d'Henri Poincaré, il veut comparer la fluorescence observée sur plaques photographiques par des sels d'uranium après leur exposition au soleil avec celle des rayons X. Il a choisi ce composant pour ses propriétés de luminescence particulières. À l'époque, l'uranium, découvert en 1789, est utilisé comme colorant dans les céramiques. Pour que ce corps devienne luminescent, il faut l'exposer au soleil. Et effectivement, un jour ensoleillé, Becquerel constate que ces plaques ont été impressionnées, semblant indiquer que les sels d'uranium émettent des rayons X au cours de la fluorescence. C'est quelques jours plus tard qu'intervient sa réelle découverte. Par une journée sans soleil, Becquerel laisse ses échantillons, sels d'uranium et plaques photo, dans un tiroir. Becquerel développe ces plaques photo quelques jours plus tard, s'attendant à les trouver faiblement impressionnées. Les sels d'uranium étant restés à l'abri du soleil, elles devraient être quasiment vierges. Or, les plaques ont été fortement impressionnées. Becquerel identifie l'uranium comme la source du rayonnement qui en est responsable, que Marie Curie qualifiera de radioactif. Il découvre au passage qu'une lame de cuivre constitue un écran qui diminue l'intensité de l'impression des plaques. En 1898, Pierre et Marie Curie isolent le polonium et le radium. Becquerel et les Curie se partageront le prix Nobel 1903 de physique pour avoir découvert la radioactivité et mis en évidence son étendue et son importance, notamment pour la radiothérapie. En 1899, Ernest Rutherford découvre que la radioactivité de l'uranium se compose de deux types de rayonnement, alpha et bêta. En 1900, Paul Villard découvre un rayonnement capable de traverser une fine plaque de plomb et insensible au champ magnétique. Rutherford le qualifie de rayon gamma. En 1902, Ernest Rutherford et Frédéric Soddy
confirme l'association des rayonnements alpha, bêta et gamma avec la radioactivité. Ces trois rayonnements sont différemment pénétrants. Une feuille de papier arrête les rayons alpha, une planche de bois ou de métal arrête les particules bêta, tandis que les particules gamma peuvent être beaucoup plus pénétrantes. Rutherford identifiera les particules alpha à des noyaux d'hélium ionisés avec Hans Geiger et les particules gamma à des photons avec Edward Andrade. Becquerel et Walter Kopfmann, quant à eux, identifient indépendamment les particules bêta comme étant des électrons. Revenons maintenant un petit peu en arrière. À la fin du XVIIe siècle, Charles Coulomb, Michael Faraday et William Crookes s'aperçoivent qu'une sphère chargée et isolée, suspendue par un fil de soie, perd peu à peu sa charge électrique. À la fin du XIXe et au début du XXe, les physiciens, notamment Julius Elster, Hans Keitel, Charles Wilson, font le même constat avec leur appareil de mesure de l'ionisation de l'air que je vous ai présenté tout à l'heure, l'électroscope. Rutherford montre qu'un blindage ralentit la décharge sans la faire disparaître. Dès lors, une question se pose. Qu'est-ce qui provoque cette fuite de charge, cette décharge de l'électroscope, sans intervention extérieure? La radioactivité terrestre, fraîchement découverte, semble être un suspect idéal pour expliquer cette décharge. Mais Charles Wilson avance l'hypothèse d'une origine extraterrestre. Et dès lors, les expériences vont se succéder pour vérifier cette hypothèse. En 1909, au sommet de la Tour Eiffel, Theodore Wolff constate d'abord une diminution plus faible qu'escomptée en cas d'origine exclusivement terrestre. En 1911, Domenico Pacini mène une série d'expériences sous la mer et en montagne et constate notamment une ionisation plus faible sous l'eau qu'en surface. Et c'est en 1911 et en 1912 que Victor Hess, après avoir exclu une origine solaire par des mesures au cours de la nuit et d'une éclipse, réalise une série de vols en ballon pour mesurer l'ionisation jusqu'à 5000 mètres d'altitude. Il constate que l'ionisation augmente avec l'altitude au-delà de 7 mètres, démontrant ainsi l'origine extraterrestre de ce rayonnement ionisant. C'est la découverte des rayons cosmiques qui sera confirmée par Werner Kollerster, Eric Regner et Robert Millikan dans les années suivantes. Au passage, voici une photo de Victor Hess au décollage d'une de ses expériences. Avec cette découverte, Victor Hess ouvre sans le savoir la porte à une nouvelle discipline de la physique des particules, qui va permettre aux hommes de sonder la matière jusqu'à ses plus infimes constituants au cours du XXe et du XXIe siècle. Cette nouvelle discipline va s'appuyer fortement sur l'étude des rayons cosmiques et les physiciens vont mettre rapidement au point des dispositifs destinés à mieux caractériser ces rayonnements cosmiques. Ainsi, Charles Wilson invente la chambre à brouillard en 1912. Dans cette chambre, de la vapeur d'eau saturée permet de dévoiler le passage de rayonnements ionisants qui y laissent des traces de condensation. C'est ce principe de fonctionnement qui est à la base de la chambre à brouillard par diffusion, légèrement différente de celle de Wilson, que je propose de vous décrire par la suite. En 1928, Hans Geiger et Walter Müller inventent le compteur Geiger, qui porte leur nom et qui sera littéralement utilisé en série par les physiciens du XXe siècle. En 1937, Cecil Powell met au point une nouvelle technique d'observation à base d'émulsion photographique. Notamment grâce à certains de ces instruments, plusieurs séries d'expériences vont être menées à la fin des années 20 et au début des années 30 et vont montrer que les rayons cosmiques sont des particules de matière majoritairement chargées positivement, comme le pensait Arthur Compton, et non des photons, comme le croyait Robert Millikan. Dès lors, les physiciens vont utiliser ces rayons cosmiques pour identifier de nouvelles particules dont l'existence est parfois prédite par la théorie au préalable. C'est le cas par exemple du positron, dont l'existence est prédite par Paul Dirac en 1933 et qui est découvert dans le rayonnement cosmique par Carl David Anderson en 1936. De façon générale, les découvertes vont se succéder tout au long du XXe siècle à un rythme ahurissant jusqu'à l'élaboration du modèle des quarks par George Zweig et Murray Gell-Mann. On peut citer par exemple la découverte et la caractérisation du méson, vecteur de l'interaction nucléaire forte qui lie les protons et les neutrons dans le noyau, du muon, insensible à cette interaction forte, et du pion. C'est vers le milieu du XXe siècle qu'on comprend qu'un rayon cosmique peut interagir dans l'atmosphère et créer une gerbe de particules plus ou moins observables au niveau du sol. Ainsi, à partir de rayons cosmiques, constitués en grande majorité de protons et de noyaux d'hélium, on récupère au niveau de la mer des muons, des nucléons, des électrons, des positrons, des pions, des rayons gamma et des neutrinos. Le but de notre expérience est d'essayer de détecter certaines de ces particules noyées dans les particules qui, elles, tirent leur origine de la radioactivité terrestre. Pour cela, on va utiliser une variante de la chambre à brouillard de Wilson, une chambre dite à diffusion. Comme je l'ai évoqué plus haut, le principe de fonctionnement repose
également sur l'utilisation d'un brouillard pour révéler des particules, mais ce brouillard est créé par un dispositif différent de celui de la chambre de Wilson. En effet, ici, c'est la différence de température entre le bas de la chambre, en contact avec de la glace carbonique à environ moins 50 degrés Celsius, et le haut de la chambre, à la température de l'air ambiant, qui permet de créer une couche de brouillard d'alcool métastable en suspension. Pour créer ce brouillard, on imbibe de propanol une bombe de gaz qu'on a préalablement collée dans le fond de notre pot en plastique retourné qui fera office de chambre. L'alcool liquide se retrouve en haut, il se volatilise naturellement. Lorsque ces vapeurs entrent en contact avec les poussières de l'air froid dans le bas de la chambre, une fraction d'entre elles forme un volume sursaturé en volume instable. Il suffit d'un petit apport d'énergie sous la forme d'une perturbation pour que ces vapeurs retournent à l'état liquide. C'est le passage de particules ionisantes provenant de la radioactivité naturelle ou de rayons cosmiques qui va apporter cette énergie. En se condensant sur leur passage, les vapeurs d'alcool instables permettent de visualiser la trajectoire de ces particules.
Pour comprendre ce qu'on observe dans la chambre à brouillard, il faut se souvenir des produits de l'interaction entre les rayons cosmiques très énergétiques avec l'atmosphère et de la présence de radioactivité naturelle dans l'air au niveau de notre expérience. Ainsi, on va observer principalement des électrons qui proviennent des interactions des photons dans la matière, par l'effet photoélectrique, par l'effet Compton, par la création de paires, notamment le plastique des parois, des désintégrations bêta de certains noyaux radioactifs, des réarrangements nucléaires des atomes, électrons de conversion, ou des réarrangements atomiques, électrons OG, de la désintégration de particules comme les muons ou les kaons, faibles au niveau de la mer, et des delta rays, ces électrons secondaires issus de l'ionisation d'un atome par la particule qui passe à proximité. On va aussi observer des positrons qui proviennent des créations de paires par interaction de photons gamma avec la matière, de la désintégration des kaons, pions et muons pour la composante cosmique, et de la désintégration bêta de certains noyaux radioactifs. On va aussi observer des particules alpha qui viennent d'infiltration de gaz radioactifs naturels comme le radon. On va aussi observer également des protons créés localement par les réactions de spallation des hadrons sur la matière avoisinante. On peut aussi observer quelques muons dont le flux va rester assez faible au niveau de la mer avec une chambre à brouillard à diffusion, environ 1 tous les 13 minutes, même si les muons représentent environ 70% du rayonnement cosmique au niveau de la mer. Enfin, pions et particules étranges sont probablement trop rares pour être détectés dans notre chambre. Alors, quelques exemples de résultats de traces de particules que vous avez pu observer dans notre chambre. En pratique, les traces les plus rectilignes et les plus fines sont dues à des particules avec une forte énergie cinétique qui ionisent la matière sans diffusion. Il s'agit de muons ou d'antimuons, d'électrons ou de positrons. On va aussi observer des traces rectilignes épaisses et plus courtes, dues à des particules massives avec une forte densité d'ionisation, les particules alpha, émises par le radon naturellement présent dans l'air. On observe également un très grand nombre de traces incurvées. Les plus nettes sont dues aux électrons lents qui diffusent sur d'autres électrons via l'interaction électromagnétique. Les plus chaotiques et les moins intenses sont des photons-électrons de basse énergie libérés par des photons énergétiques via l'effet photoélectrique. On observe également de plus rares trajectoires extrêmes, qui pourraient être la signature de transformation de muons ou antimuons en électrons ou positrons, neutrinos et antineutrinos. Enfin, dans certains cas, on peut observer de rares trajectoires en Y qui marquent l'arrachement d'un électron lié à un atome par un muon. Enfin, nous pouvons visualiser l'effet de la radioactivité de façon un petit peu plus explicite, un petit peu plus spectaculaire, en approchant un échantillon radioactif, ici du nitrate d'uranyle, de la paroi de notre chambre. Voici un exemple des résultats que nous obtenons ainsi.
Je vous remercie de votre attention et j'espère que cette petite vidéo aura permis d'éveiller votre curiosité pour ce fascinant domaine qu'est la physique des particules, ainsi que pour l'astrophysique des rayons cosmiques.